D'accord. Good Comment? was- No, please. All right. Bitte. Oh, il y a rien dedans. All right. D'accord. Donc, vous commencez à Positif avec une critique sur The Trial. Ça s'est passé comment, le film d'Orson Welles? Simplement, comme ça se passe encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à Positif, les gens qui ont envie d'écrire, ils envoient un texte. Et même s'ils sont complètement inconnus, souvent c'est des gens inconnus, si le texte qui est lu dans le comité de rédaction plaît au comité de rédaction, on propose de le publier et ensuite de collaborer, puis ensuite d'entrer au comité de rédaction. Donc quand j'avais 25 ans, j'avais été choqué par l'accueil critique assez mauvais du film d'Orson Welles, même en France, par rapport à Kafka, etc. Et comme je connaissais très bien Kafka, et aussi très bien Orson Welles, j'ai envoyé un article, et j'ai cru que je ne pouvais pas être publié, parce que dans le numéro qui venait de sortir, il y avait une table ronde de 7 ou 8 rédacteurs de Positif qui discutaient pendant 15 pages du procès. Oui. Donc j'ai dit, maintenant c'est fini, je vais arriver après. Pas du tout, ils ont trouvé mon texte intéressant et ils m'ont proposé de le publier. Et ensuite, ils m'ont demandé de collaborer à la revue, d'écrire des articles. C'était en 1963. Et en 1966, je suis entré au comité de rédaction. Mais c'est comme ça que ça se passe tout le temps. C'était qui les rédacteurs à cette époque, le rédacteur en chef? Et est-ce que Bernard Chardap était encore là? Non. Bernard Charder, qui est le fondateur, est le seul rédacteur en chef qui a existé à Positif, parce qu'il n'y a jamais eu de rédacteur en chef. Bernard Charder, c'était 7 numéros à Lyon. Oui. Et ensuite, il est parti en Algérie pour la guerre. Il était très jeune, il avait 22 ans, 23 ans. Et donc, les rédacteurs, il y avait 2 ou 3 rédacteurs à Lyon qui sont venus à Paris. Et il y avait d'autres rédacteurs également qui travaillaient à Paris et qui avaient de la sympathie pour Positif, parce que c'est une revue de gauche. Et ça, c'était des membres du groupe surréaliste, comme Robert Benayoun, Ado Kirou. Ceux-là, ils se sont joints aux Lyonnais. Il y avait par exemple Roger Tailleur, Paul-Louis Tirard, Louis Seguin, et tous ensemble, ils ont continué la revue. Voilà, et il y a eu à peu près 10 éditeurs différents pendant 70 ans. Dans un de vos blocs-notes, vous parlez d'aller au bureau des cahiers du cinéma et rencontrer François Truffaut, et vous disiez que j'aime pas les textes de Godard, il parle toujours autour des films. Peux-tu juste parler un peu plus sur cette rencontre? Ma rencontre avec Truffaut? Oui. Oui, parce que comme j'étais un jeune cinéphile, que j'étais sympathisant avec Positif pour la politique, avec la personnalité de gens comme Benayoun et Tailleur, qui étaient pour moi 2 des meilleurs critiques qui existaient en France, et aussi pour les liens avec le surréalisme, parce que j'ai été très marqué par le surréalisme dans ma jeunesse, quand j'avais 20 ans, 18 ans, plus que par Sartre ou par Camus, j'étais plus marqué par Breton, et le goût des surréalistes pour tous les arts, pour la poésie, la peinture, le cinéma. Donc j'étais pas exclusivement cinéma, et aussi parce que le surréalisme était aussi un mouvement qui était politique. Donc il y avait toute une culture générale qui m'intéressait. Mais je lisais aussi les cahiers du cinéma, même si c'était une revue d'extrême très à droite. Pas Bazin était de gauche, mais la nouvelle génération, Romer, Truffaut, Godard, c'était vraiment une position. Mais ils avaient beaucoup de jugement et ils écrivaient des articles très intéressants. Donc je me sentais aussi, j'aimais bien Hitchcock, j'aimais bien Hawks, j'aimais bien Rossellini. J'aimais aussi évidemment les cinéastes de Positif comme Buñuel, comme Fellini, comme Antonioni, comme Huston. Donc un jour je suis allé au Cahier du cinéma pour acheter des anciens numéros, parce que c'était, à l'époque c'était le numéro 50, je voulais acheter des numéros que j'avais pas.
Et j'ai vu un garçon qui était là, c'était Truffaut qui était assis là. Et j'ai dit, ah, j'aime beaucoup ce que vous écrivez, ce qu'écrit Romer et Rivette, mais il y en a un que je ne comprends absolument pas, c'est Godard, parce que Godard, il écrit pas, il parle pas des films, il parle d'autre chose. C'est pas de la critique. Et il m'a dit, vous avez tort, parce que c'est le plus doué. C'est le plus doué de nous tous. Et c'est amusant, parce que quand je relis maintenant, par exemple, l'article de Godard sur Amère Victoire de Nicholas Ray, Bitter Victory, qui était justement le film auquel je pensais. Dans sa critique, il ne parle pas du tout du film. Non. Il parle des Champs-Élysées, des machines à... comment on appelle ça, les boules qu'on fait. Open ball. Voilà. Et en fait, il parle des jeunes filles qu'il aime rencontrer aux Champs-Élysées, etc. Et en fait, il parle d'À bout de souffle. Il n'avait pas encore tourné, mais c'était déjà un film auquel il pensait. Oui. Donc, il ne faisait pas de la critique de cinéma, mais il faisait de la critique déjà qui annonçait le cinéma, qu'il allait faire lui. Dans votre vie de critique, c'est quoi les moments marquants qui vous a fait le critique, qui vous était, j'imagine, rencontrer Kubrick ou des moments comme ça? Je crois que le moment marquant, ça a été mon entrée à Positif. C'est-à-dire une discussion tous les dimanches, pendant 3 heures, sur le cinéma, sur des tas de sujets. À l'époque, on était à peu près tous de la même génération. Les plus âgés, ils avaient 10 ans de plus que moi. Depuis, ça a beaucoup changé, parce que depuis, moi je vais avoir 82 ans, mais il y a des gens qui ont 75 ans, des gens qui ont 60 ans, des gens qui ont 40 ans, des gens qui ont 25 ans. Donc c'est un mélange de générations qui, à mon avis, fait la richesse de Positif, parce que les cahiers du cinéma, par exemple, ils ont changé complètement tous les 15 ans, ils changent totalement l'équipe et ils ont des politiques complètement différentes. Alors que Positif, il y a une continuité, mais en même temps un changement, parce que le changement, c'est les jeunes qui arrivent avec des idées différentes, mais qui sont en confrontation avec des gens plus âgés. Les gens plus âgés apportent leur expérience et les jeunes apportent leur nouveau regard. Donc, c'est une revue assez unique, parce qu'on a mélangé toutes les générations. Oui. Et bon, ensuite, ma première expérience intéressante, ça a été de faire des entretiens. J'ai pas commencé par des entretiens. Au bout de 2 ans, j'ai commencé à faire des entretiens avec des gens comme Glauber Rocha, Rui Guerra, Makaveyev, Richard Brooks, Abraham Polonsky, John Borman, tout ça dans les années 60 jusqu'à 70. Ça a été une grande expérience. Comme je parlais anglais, j'avais l'avantage de pouvoir faire des entretiens directement en anglais avec tous ces grands cinéastes. Parce que j'ai eu la chance d'appartenir à une génération qui était une génération de charnière, une charnière. Il y avait encore les anciens cinéastes, les vieux, qui continuaient à faire des films. J'ai rencontré John Ford, j'ai rencontré Raoul Walsh, j'ai rencontré Fritz Lang, j'ai rencontré Capra, j'ai rencontré King Vidor, j'ai rencontré von Sternberg, j'ai rencontré William Wellman. Bon, j'ai rencontré tous ces gens-là parce que c'était l'ancienne génération. Mais j'ai aussi connu la nouvelle génération, c'est-à-dire tous les jeunes qui arrivaient dans le cinéma dans les années 60 et 70, c'est-à-dire René, Truffaut, Chabrol, Skolimowski, Polanski, Glauber Rocha, les Suisses, Tanner, Souter, Denis Arcand, les Canadiens, Pierre Perrault. Voilà, j'ai eu la chance d'être au moment où il y avait la fin des grands historiques et l'arrivée des jeunes, des plus jeunes. Alors évidemment, Antonioni, c'est pas vraiment les plus jeunes, mais toute la génération
de Makaveyev, de Skolimowski, de Yankcho en Hongrie, de Tarkovsky, de Konchalovsky, etc. Tous ces gens-là sont arrivés dans les années 60. C'était une exceptionnelle génération. Voilà, donc ça a été une autre expérience très importante. Et puis évidemment la rencontre avec Kubrick, mais avant de rencontrer Kubrick, j'ai fait un livre avec Kazan, qui a été très important pour moi en 1969, 70. J'étais à Venise, j'ai interviewé Barbara Loden. C'était, je crois, le seul interview qu'elle a donné dans sa vie avec Barbara Loden. Oui. Un entretien très long sur Vanda. Oui. Et Kazan était à Venise pour accompagner sa femme. Et j'ai dit à Kazan, est-ce que vous voudriez faire un livre avec moi d'entretien comme Truffaut, Hitchcock? Je ne suis pas Truffaut, mais on pourrait faire un grand entretien. Le Sight and Sound, le British Film Institute est d'accord. Et finalement, Kazan m'a dit, d'accord, vous venez chez moi, à la campagne, à Sandy Hook, j'ai une maison, j'ai une chambre pour les amis, vous pouvez rester 15 jours, et tous les jours, on va faire des rencontres, des entretiens. Super, ouais. Et donc, j'ai fait mon premier livre avec Kazan, le livre d'entretien. Et ensuite, j'ai rencontré Kubrick, à peu près à la même époque, pour Clockwork Orange. J'ai fait un très grand entretien et Kubrick a bien aimé parce que je posais des questions qui étaient, comme j'étais professeur à l'université, je m'intéressais à la culture en général, pas simplement au cinéma. Je posais des questions philosophiques, des questions historiques, des questions politiques, etc. Et aussi j'ai respecté complètement les déclarations, parce qu'il avait été trahi par des journalistes amateurs. John Baxter, des gens comme ça. Oui, ça c'est plus tard. Mais même des journalistes suisses ou des journalistes anglais qui enregistraient et qui ensuite transformaient ce qu'il avait dit. Donc il était très soupçonneux. Et comme moi j'étais un universitaire, j'étais très, très rigoureux sur la fidélité. Je ne faisais pas du journalisme vraiment. Oui. Et donc il m'a adopté. Et après j'ai pu le rencontrer plusieurs fois sur Barry Lyndon. Je crois que c'est le seul entretien qu'il a donné, vraiment le seul Q&A qu'il a donné sur Barry Lyndon. Il a donné un petit entretien avec Richard Schickel pour Time, mais ce n'était pas un Q&A. Le mien est le seul qu'il a donné, parce que quand ils ont fait les Kubrick Archives chez comment ça s'appelle le grand éditeur, la Taschen. Oui. Quand ils ont publié les Kubrick Archives, ils voulaient un entretien par film et ils m'ont demandé mon entretien. J'ai dit mais je l'ai déjà publié. Il m'a dit oui, mais il n'y en a pas d'autres. On a cherché partout dans le monde, il n'y a aucun entretien sur Barry Lyndon. J'ai dit bon, alors je vous donne la moitié de l'entretien. Oui. Voilà. Et après j'ai rencontré Kubrick sur Barry Lyndon, je l'ai rencontré sur Shining et Full Metal Jacket. Un cinéaste que vous avez dit, j'adore, Alain René, quand il est mort, le grand dossier dans Positif, j'ai tout lu, c'est si bien. Il était comment? C'était un homme merveilleux. Je parlais avec lui très souvent, presque une fois par semaine. On parlait parce qu'il avait beaucoup de respect, parce que je connaissais l'histoire du cinéma, etc. Il aimait bien parler. Et parce que, évidemment, on a défendu son cinéma, qui était un peu abandonné par la critique. Oui. On ne parle plus des films de René, même les grands films, mais même les films depuis après qu'il a fait, qui sont souvent très originaux, très personnels. Donc on parlait très souvent. C'était un homme extrêmement modeste, peut-être pas totalement modeste, mais il cachait son orgueil. Oui. Très, très agréable, très fidèle en amitié, très curieux de tout, de l'expérimentation, de la découverte, des jeunes metteurs en scène. Il aimait Desplechin, par exemple, beaucoup. Il s'intéressait vraiment au cinéma mondial. Et il connaissait admirablement le cinéma hollywoodien, les comédies, Bob Hope, des choses comme ça. Il avait aimé, bien sûr, Fellini et des gens comme ça aussi, Antonioni. Il était très, très cultivé. Il aimait bien le cinéma français classique, Clouzot, René Clair, etc. Non, c'était un
un homme extrêmement attachant et totalement comme un enfant, et avec une curiosité d'enfant. C'est-à-dire qu'il pouvait s'intéresser à tout, il n'avait jamais peur du ridicule. Pas peur du ridicule, il savait qu'il pouvait dire ce qu'il voulait. Comme son cinéma, c'est-à-dire c'était un homme ouvert devant toutes les expériences. J'ai bien aimé le microfilm à propos de lui après sa mort, et vous parlez du cérémonie avec le tombeau et de tombe avec la fleur, et c'est comme un joli post-script à sa vie. J'ai bien aimé ça. Oui, pour moi, Alain René, c'est vraiment le réalisateur français qui marque l'histoire de Positif avec le livre de Robert Benayoun. On a fait 12 entretiens. Oui. C'est bien. Quand j'essaie de définir Positif, c'est un peu le titre qui vient à l'esprit. Positif, ça va être plus positif, appréciateur du cinéma et d'une connaissance. Est-ce que le titre, cet esprit, peut-être lyonnais, d'être plus positif, ça marque, c'est important dans l'histoire, car j'imagine Cahiers, c'est parisien, c'est plus peut-être sévère, violent et positif. Il y a un côté un peu plus léger, aérien. Il y a d'abord le fait que je vous ai dit déjà que le surréalisme était une chose nourricière qui a nourri Positif. Et il y avait des collaborateurs au Brésil, par exemple Paranagua, qui était membre du groupe surréaliste brésilien, qui est venu en exil, qui a travaillé à Positif très longtemps. Il y avait les Italiens, Goffredo Fofi et maintenant Lorenzo Codelli, qui sont aussi des Italiens. Il y avait Petr Král, qui est un Tchèque, membre du groupe surréaliste tchèque, qui a été un très grand poète, qui est toujours d'ailleurs, et qui a beaucoup écrit sur le cinéma de façon magnifique. Donc il y avait un esprit international. Ado Kirou était le plus ancien, il était grec. Donc il y avait un esprit international, avec des rapports avec la Belgique, avec la Suisse, mais avec le Brésil, avec la Tchécoslovaquie, avec l'Angleterre, Brunus, qui était en Angleterre aussi, membre du groupe surréaliste en France, et qui s'intéressait aussi à la politique, Les Cahiers ont été de droite, après ils ont été maoïstes, ils ont été dans toutes les couleurs de la politique, les plus extrêmes. Positif a toujours été une revue un peu anarchiste, libertaire, avec on se moquait des modes, des enthousiasmes de mode. Et on disait ce qu'on pensait, ce qu'on aimait dans les films. Sans calcul. On n'a jamais pensé que le cinéma devait être quelque chose. On n'a jamais dit que le cinéma devait. Les Cahiers, ils ont toujours donné une direction. Le cinéma doit être polyphonique, il doit être atonal, il doit être distancié. Nous, on n'a jamais dit. On a essayé de voir les films et si on les aimait, on disait bon, ça c'est la modernité, parce que quand on a vu les premiers films brésiliens, les premiers films yougoslaves, les premiers films hongrois, les premiers films québécois, les premiers films, on a découvert la nouveauté. Et on n'a pas théorisé, on n'a pas dit le cinéma doit être. Par exemple, le cinéma, c'est Godard et les films chinois révolutionnaires. En 70, les Cahiers aimaient seulement les films de Godard, de Straume et les films chinois maoïstes. C'est absurde. C'est absurde. J'ai les deux recueils des premiers volumes de Positif, et ce que je trouve si marquant, c'est l'humour dans le texte. Il y avait un profil d'un réalisateur qui n'existait pas. Burnand. Oui, il y avait beaucoup de blagues. J'aime ce côté peut-être plus léger, humoristique, surréaliste. Oui. Il y a moins ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est moins drôle. Mais... vous écrivez beaucoup des polémiques dans les éditoriales. J'aime ça, c'est un peu... ça crée du friction, une polémique, et ça crée des nouvelles idées. Peux-tu parler? Ça me fait des ennemis aussi, parce que Libération ne parle jamais de mes livres, les Cahiers du cinéma non plus, donc je suis un peu écarté. Non, j'ai beaucoup d'articles, je ne me plains pas,
Oui. J'ai des articles dans le Figaro, dans le Monde, dans les Échos, dans l'Observateur, etc. Donc je me plains pas, mais c'est vrai que je suis stigmatisé à cause de la polémique. Les gens n'aiment pas. Oui, oui. Euh, je me souviens, mon premier numéro positif, c'était un hors-série avec le photographe Nicolas Guérin. Oui, très bon photographe. Oui, l'écriture, c'est vraiment érudit, c'est vraiment bien. Oui. Oui, donc une chose que j'essaie de faire dans mon projet, c'est comment marquer les différentes époques dans la critique parisienne. Et comme vous disiez, positif, on ne voit pas vraiment les grands changements intérieurs à la revue. Si je voulais, comment est-ce que je regarde les peut-être 40 dernières années de positif et comment penses-tu que je pourrais voir où se passent les changements? C'est-à-dire, c'est positif, c'est un peu le changement dans la continuité. Mhm. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que c'est la même revue qu'il y a 30 ans, mais parce qu'il y a des gens qui sont arrivés, des nouveaux goûts, etc. Mais en même temps, il y a une forme de continuité. D'ailleurs, ce que vous avez vu dans le numéro du mois de février, Mhm. on a choisi les 10 meilleurs films des 10 dernières années. Oui, Vous l'avez vu, ce oui, numéro. oui. C'est intéressant de voir que les lecteurs sont très proches des rédacteurs. C'est-à-dire que, par exemple, si vous regardez la liste des cahiers, c'est très très différent. Il y a un film en commun. Mhm. C'est le film de Lars von Trier. Comment il s'appelait? Qui était à Cannes. Nymphomaniac? Non. Non. House to Jack built? Non, le plus beau. Melancholia. Melancholia. Oui, Voilà. oui. C'est le seul qui est en commun. Tout le reste est différent. Par exemple, il y a des lecteurs comme nous, ils ont mis dans les 10 meilleurs metteurs en scène Nuri Bilge Ceylan, le turc, Zagintsev, le russe. Mhm. Ce sont des gens qui ne figurent pas dans les listes des cahiers. Oui, oui. Il y a aussi, comment il s'appelle, Terrence Malick, Tree of Life, et puis Paul Thomas Anderson. Les lecteurs de Positif et les rédacteurs de Positif, tous ces metteurs en scène ne figurent pas dans la liste des cahiers. Oui. Même Keshish, il est dans Positif, il n'est pas dans les cahiers. Ils aiment Léo Scarax, ils aiment Godard, etc. Donc c'est pas du tout les mêmes choix. Mhm. Pas du tout les mêmes choix. Il y a Uncle Boomy, Vera Setacool pour les cahiers. Oui. Bon, et Positif, il y a Todd Haynes, il y a Paul Thomas Anderson, il y a Terrence Malick dans les Américains, il y a Nuri Bilge Ceylan, il y a, je ne sais plus, Zagintsev, je ne sais plus encore quels sont les 10, mais vous voyez. Oui. Donc ça, c'est des choix parce que c'est des metteurs en scène nouveaux. On aime toujours Woody Allen et Eastwood, mais on n'a pas choisi Woody Allen et Eastwood parce qu'on considérait que c'était déjà des classiques, qu'on a préféré choisir des metteurs en scène qui ont apporté une nouveauté du point de vue du style, etc. Oui, oui. Je lis les deux revues et ce que j'aime le positif, c'est vraiment une fenêtre à la vie cinéphile parisienne. Ça parle des expositions, les livres, les DVD. Il y a tellement de matière dans une revue, donc c'est toujours fascinant. À Toronto, c'est qu'est-ce qui se passe à Paris. J'aime bien les bloc-notes aussi, ils sont assez amusants à lire. Comment est-ce que ça s'est passé avec les différents éditeurs de la revue pendant les années? Maintenant, c'est Axu, mais... Aujourd'hui, c'est l'Institut Lumière Oui. et Thierry Frémaux qui dirige le Festival de Cannes. Et c'est Actes Sud. Il n'y a aucune interférence. Aucune. Jamais Frémaux nous a dit quoi que ce soit. Il n'est pas content parce que je fais des critiques sur Cannes, comme je fais des critiques sur Berlin ou sur Venise. Oui. Ça ne lui plaît pas, mais il dit rien. Il me le dit, ah oui, bon, mais il nous laisse la liberté totale. Oui. On ne sait pas ce qui va se passer avec les cahiers, puisqu'ils sont achetés maintenant. Il y a 10 personnes qui ont mis de l'argent, donc 5 producteurs. Oui.
Ça, c'est un vrai problème, parce qu'ils veulent changer la politique des cahiers, qui attaquaient beaucoup les films français. Oui. Ça, c'est une position très délicate, mais moi, je ne juge pas, j'attends. Oui. J'attends de voir. Est-ce qu'il y a des rédacteurs en chef des cahiers pendant les années, vous étiez plus proche que des autres? Oui, j'étais assez proche avec les différentes rédactions, sauf l'époque Fredon, Burdeau, Oui. qui étaient vraiment pour moi des ayatollahs insupportables. Oui. Insupportables. Mais l'équipe aujourd'hui, d'ailleurs, ils ont eu l'élégance de me demander de mettre les étoiles, Oui. comme d'ailleurs Benayoun dans les années 60, pareil. Oui. Donc les cahiers ont eu souvent des rapports avec Positif qui étaient très antagonistes, mais aussi pas du tout hostiles. Mhm. C'était des antagonismes critiques. Oui. Mais Chabrol aimait beaucoup Kirou, Truffaut parlait avec Benayoun, etc. Donc c'était pas du tout de l'hostilité. Frodon, c'était vraiment de l'hostilité. Mhm. Mais l'équipe aujourd'hui, oui, je ne comprends pas leur choix. J'ai du mal à voir les orientations, pourquoi ils aiment ceci et pas cela. Mhm. Mais je ne suis pas. Je parle avec eux, et je n'ai pas d'agressivité particulière. Moi, j'aime bien le rédacteur en chef, Charles Tesson. Oui, Il a un éditeur. l'ancien. Oui, ancien. Il a un éditeur où il a célébré l'anniversaire de Positif. Et, Oui. j'ai trouvé ça beau. Oui. Non, moi j'ai de très bons rapports avec Tesson. Peut-être, je ne sais pas qui, ou Antoine Debec, j'ai aussi de bons rapports avec lui. Oui. Donc je ne sais pas ce qui va. Mais j'ai publié chez Gallimard ce livre qui s'appelle. Comment ça s'appelle Celui avec Antibin, l'entretien. Non, j'ai publié chez Gallimard l'année dernière Une vie de cinéma. Oh, j'ai ce livre, je Voilà, où il y a toute une partie qui sont des polémiques, des critiques polémiques. En particulier, j'attaque Tarantino et j'attaque pas le metteur en scène, j'attaque Tarantino, le metteur en scène des films cultes qui défend des horreurs italiens de série Z. Plutôt que Fellini ou que Antonioni. Donc, je me plains de l'art de. Comment il s'appelle, le metteur en scène danois là, Je sais pas. Si, pas Lars von Trier, l'autre là. Ruben Östlund? Non. Non. C'est un danois, oui. Oh, Refn, Nicholas Winding Refn? Voilà. Oui. Qui est un peu comme Tarantino, qui fait qui collectionne des posters de cinéma, je trouve ça épouvantable. Mais j'aime beaucoup Tarantino comme metteur en scène. Oui. Mais je trouve qu'il a tendance à encourager les jeunes vers l'absence de culture, les films cultes, série Z. Oui. C'est terrible, c'est terrible. Ce que j'aime de positif, c'est que je pense qu'il y a au moins au Canada ou dans mon milieu, on regarde moins de films langue internationale et à positif, je découvre des films des pays que je ne sais pas trop à propos et ça me donne un désir d'explorer des cinémas nationaux, même si des fois le sujet est lourd, il y a quand même un geste de cinéma dans ces films. Mais... Oui, on essaye de... Je pense qu'on est plus ouvert peut-être. C'est une revue plus ouverte. Parce qu'elle a moins de dogmes. Elle n'essaye pas de mettre tous les films dans la même bouteille, de faire rentrer. C'est une ouverture. Par exemple, presque dans chaque numéro, il y a un metteur en scène inconnu ou pas très connu. Par exemple, le numéro de mars, il y aura le metteur en scène de Singapour, qui avait eu Ilo, il avait eu la Caméra d'Or il y a 4-5 ans, et là il a fait son deuxième film. On a fait un entretien avec lui à Singapour. Voilà, on essaye de renouveler aussi. C'est quoi la rubrique dans Positif où vous republiez un vieux article ou comment? Pas des articles de Positif. Non, d'autre part.
Oui, oui, parce qu'ils ne sont pas connus, ils sont publiés en traduction. Comment est-ce que ça se passe pour les... C'est moi qui, beaucoup, c'est moi qui fournis les textes parce que j'ai des grandes collections de livres, de revues. Oui. Et par exemple, on a publié un texte récemment de Michael McLiamore sur Orson Welles. J'ai bien aimé ça. Magnifique texte, formidable. Oui. Mais ça dormait dans Sight and Sound en 1955, je sais pas, 56. Oui. Et là, on va faire un dossier Buster Keaton. Oh, wow. Et il y a un entretien avec Buster Keaton dans Sight and Sound de 7 pages, extraordinaire, où Buster Keaton parle de la mise en scène de ses films avec une incroyable mémoire, où il explique les gags de General, les gags de Navigator et tout ça de façon incroyablement précise. Personne ne connaît cet entretien maintenant, parce que c'est complètement oublié. Oui. Est-ce qu'il y a une actualité Buster Keaton qui se passe ou... Non, l'actualité, c'est ce qu'on a envie de faire. Oui. Alors, je sais qu'il y a eu plusieurs DVD qui sont sortis de Keaton et restaurés. C'est une forme d'actualité. Mais c'est parce qu'on n'a pas écrit sur Keaton depuis 20, 30 ans, 40 ans. Donc, on a fait beaucoup d'articles à l'époque, enfin, pas à l'époque, dans les années 70. Et maintenant, 50 ans après, on pense que c'est bien de revenir à Buster Keaton. Oui. Mais je m'amusais, par exemple, dans le dossier, je parle du film de Alan Schneider, film. Film, vous savez, de Samuel Beckett. Oui, celui-là. Avec Buster Keaton. Oui. Et j'ai vu un documentaire sur ce film de 2 heures, très intéressant, qui est sorti en France en DVD avec le film. Et on se rend compte que sur ce plateau, quand ils ont tourné le film, c'est un film de 15 minutes, il y avait Samuel Beckett qui connaissait rien au cinéma, qui n'avait jamais touché une caméra. Il y avait Alan Schneider qui avait fait une adaptation de Godot pour la télévision américaine, mais qui ne connaissait pas vraiment le cinéma. Et il y avait un homme qui connaissait tout du cinéma, qui était Buster Keaton, qui était un génie. Et on ne le consultait pas. Et lui, il n'a rien compris au film. Il a dit, c'est de l'avant-garde, je ne comprends rien, je ne sais pas ce que ça veut dire, ce film. Et finalement, ce film, qui n'est pas très bon, il est beaucoup moins bien que les films commerciaux de Buster Keaton, parce que Keaton, c'était commercial. Il faisait des films pour le public, pas pour les festivals. D'ailleurs, en 1965, quand il était à Venise, c'est la première fois qu'il est venu dans un festival de cinéma. En 1965. Il n'a jamais été dans un festival. Et tous ces 2 hommes, Beckett et Schneider, auraient pu lui demander des conseils, parce que c'était tout de même lui le génie du cinéma. Et il était considéré comme un comédien, comme ça. Et donc le cinéma commercial est parfois meilleur. Moi, je préfère Citizen Kane à Sleep de Andy Warhol. Ah oui, je pense beaucoup de personnes. Il faudra qu'on... Ok, d'accord. On peut une autre question ou encore une dernière. Une dernière, oui. Dernière question. Oui, je suis surpris en Paris. Je crois que l'équipe positive est beaucoup plus dans l'actualité. Il fait beaucoup de séances au Forum des images. Et à Grande Action. Grande Action, oui. Je suis surpris que vous étiez... Ça semble comme un peu que vous avez peut-être gagné le combat public. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Grand Action, c'est les films anciens, c'est le passé, le patrimoine, et les avant-premières, c'est le film futur. Donc ça représente un peu la dualité de la revue, qui est un peu en équilibre entre des études très sérieuses. Par exemple, dans le prochain numéro, il y a un magnifique article sur Joachim Phoenix, formidable. Et il y a aussi un très bon texte sur Joseph Losey, je crois que c'est dans le prochain numéro. Et après, on va publier un très beau texte du meilleur monteur français, Yann Dédé, sur Makaveyev. Parce qu'il a travaillé avec Makaveyev. 2 films. Et c'est un texte splendide sur Makaveyev, des souvenirs de tournage, etc. Donc on essaye de ne pas faire toujours l'actualité. Il y a une grande partie de l'actualité, mais il y a aussi des dossiers, il y a aussi des textes littéraires de qualité, etc. Oui. Ok. Voilà. C'est super. Merci beaucoup. Oups, ça marche comme... Oups.